Est-ce que vous êtes déjà demandé si votre téléphone vous écoutait? Vous avez jamais vu une pub sur le net de quelque chose que vous avez jamais cherché, mais qui montrait exactement ce que vous aimeriez avoir? Les gens se demandent d'ailleurs, mon téléphone lit dans mes pensées sur le net, ou mon ordi m'espionne et écoute mes conversations. Et la réponse, c'est que votre téléphone n'est pas un téléphone. Je vous mets une petite vidéo. Is not an iPhone. This is a $3 trillion military-grade lethal weapon aimed straight at your brainstem. If you're watching this, it's because your most primal needs and impulses are being weaponized by Votre téléphone est le résultat de recherche qui capture votre attention et c'est le résultat d'une telle asymétrie de pouvoir que vous ne rendez même pas compte que vous êtes récolté. Congress, but the bottom line is this. You are being fucking harvested and no one is coming to save you. On récolte le max d'infos sur vous, on vous surveille 24 heures sur 24 et en échange, on vous connaît tellement bien qu'on arrive non seulement à prédire des choses sur vous, mais aussi à modifier votre comportement. Et Internet of Things va faire exactement pareil. Ici, il vous explique en toute détente que Amazon peut anticiper vos besoins et même prédire grâce à sa super IA ce que vous voulez acheter sur base de votre profil, votre âge, votre sexe, votre situation économique et constitue des stocks en avance. Hours, days, or even weeks before you actually log on, ensure that your local warehouse is stocked with appropriate quantities of stock you're likely to consider buying. D'ailleurs, il serait tellement fort qu'Amazon a pu prédire qu'il allait avoir un besoin de masques en janvier 2020. In January 2020, for instance, Amazon's algorithm correctly anticipated high incoming demands for face masks. And, well, we all know what happened there. Non, je crois que ça c'est autre chose. Mais on n'en est pas au stade de vous envoyer des pubs, on en est à un niveau complètement différent. Internet va disparaître, c'était ce que disait Eric Schmidt, le patron de Google, en 2015. Je vous mets un extrait. Ouais, c'est World Economic Forum. C'est toujours au World Economic Forum qu'on entend des trucs pareils, je sais pas pourquoi. Very simply that the internet will disappear. The internet there'll be so many IP addresses because of IPv6. Donc il dit qu'il y aurait tellement d'adresses IP, de senseurs, de choses que vous porterez sur vous, vous le sentirez même pas, ça ferait partie de votre présence tout le temps. C'est une progression qui a l'air naturelle. On avait les ordinateurs qui remplissaient des pièces entières, et puis après on a eu le desktop avec les énormes écrans, et puis après maintenant on a l'ordinateur portable, le smartphone. On aurait dû se méfier depuis que Klaus Schwab du World Economic Forum en parlait d'Internet of Things. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Les wearables avec son accent. Ouais, je m'en étais pas trop inquiétée parce que bon, une montre connectée ou un accessoire de jogging, ça semblait complètement anodin, mais je me plantais. Le concept, c'est quoi? Imaginez des instruments qui sont toujours allumés, toujours connectés, qui mesurent toutes les choses animées, inanimées, et qui rendent en continu votre activité, vos rues, votre bureau, votre parking, votre cuisine, votre voiture, votre lit, jusqu'à votre corps. Et vous me direz, bah, on sait, Momochi, on est déjà tracé, de toute façon, c'est pas nouveau. Alors pourquoi on t'écouterait? Ben, le truc, c'est que on a complètement dépassé le niveau du traçage. On nous emmène dans un monde où la technologie va être le guide et votre vie privée, votre libre arbitre n'existeront plus. On appelle ça le capitalisme de surveillance de Shoshone Zuboff que je vous conseille et ça dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais d'abord, pourquoi cette idée d'objets connectés partout? Pour ça, il va falloir faire vos valises. On va faire un petit voyage dans les Galapagos, il y a 60 ans. Alors c'était une expédition scientifique des biologistes, des ingénieurs, physiciens, électroniciens qui voulaient observer le comportement des animaux sauvages des Galapagos et leur chef s'appelait Stuart McKay. Mais comme les animaux ont cette désagréable habitude toujours d'être libres, si on les capturait, qu'on les mettait dans un zoo, leur comportement était plus le même. Donc les chercheurs se sont dit qu'il fallait trouver un autre moyen et ils ont conclu que la surveillance c'était le prix de la connaissance et ils ont utilisé quelque chose qu'on appelle la télémétrie. C'était quoi? Ils mettaient des senseurs très petits commandés par radio pour ne pas que l'animal s'en rende compte, il l'endormait et le plaçait sur lui ou dans lui et un transmetteur radio envoyait les données sur l'animal et quand il le relâchait, il continuait de vivre comme d'habitude. Voilà. Et l'équipe a publié ses recherches, leur comportement, le déplacement des animaux, tout ça a été rendu comme de l'information. Et ça montrait l'opportunité d'étudier des espèces entières, mais aussi des animaux qui sont dans des lieux inaccessibles. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est ça, aujourd'hui, nous sommes les animaux.
Et maintenant, les régions inaccessibles d'observation, ça va être votre cuisine, votre chambre à coucher, votre voiture ou votre cerveau. Vous savez, c'était quoi l'autre étape? Les scientifiques parlaient d'un processus inverse qui ferait pas que de la surveillance, mais qui pouvait aussi optimiser le comportement des animaux, et ils appelaient ça de la téléstimulation. Mhm. Mais pour que ça fonctionne, il faut que toute la surveillance et l'extraction d'informations se fassent à votre insu. Je vous ai expliqué dans mon émission précédente sur le Dead Internet comment Google avait découvert le potentiel de la surveillance grâce à vos recherches sur Internet. Allez la voir si vous n'avez pas vu. Et suite à ça, Google est passé de gentil moteur de recherche à étendre les moyens de récolter des informations. Ils ont proposé des emails gratuits. Comme par hasard, on apprend quelques années plus tard qu'ils avaient le droit de lire vos emails privés. Ouais, c'était dans leurs conditions générales. Vous savez, le truc que personne ne lit jamais. Non mais c'était pas grave. Ils disaient que c'était juste pour trouver des mots-clés dans vos emails, pour vous envoyer des pubs un peu plus ciblées. Ouais. Donc on parle d'une intrusion sans précédent dans votre vie, mais ça passe parce que Google a dit qu'ils étaient désolés. Et on va voir que c'est systématique. Vous avez une intrusion, une habituation, et après, si vous vous plaignez trop, on s'adapte et puis on redirige le produit. C'est un cycle. Et l'idée, c'est que tout ce que est librement accessible aujourd'hui, il faut accumuler au max, puis on verra par la suite ce qu'on peut en faire. Mais pour surveiller les gens, il faut avoir une carte. La carte crée le territoire. Il y a un certain pouvoir à dessiner une carte, parce que celui qui trace les frontières définit le territoire. Si vous n'êtes pas sur ma carte, vous n'existez pas. Et Google, justement, avait cartographié Internet en indexant les pages web. Donc, ça semblait naturel qu'il veuille maintenant relier le monde virtuel et le monde réel. Et ça a commencé en achetant une start-up de mapping d'images de satellites, le projet Keyhole, financé par la CIA. Et puis c'est devenu Google Earth en 2005, et le même mois ils ont aussi acquis une société qui allait devenir Google Maps. Donc bien sûr c'était purement à vocation philanthropique pour faciliter votre vie, puis ils ont mis Google Street, les petites vues en panorama de vos rues, avec ces petites voitures qui avaient des caméras sur le toit, vous vous rappelez, pour avoir une représentation virtuelle la plus proche possible de la réalité. Donc vous avez sûrement entendu parler qu'avec Google Street, il y a eu plein de plaintes parce que des gens se sont retrouvés pris en photo. Mais je vais même pas vous parler de ça, parce qu'on vous dit pas trop. Les voitures de Google Street scannaient les adresses, mais aussi les Wi-Fi des maisons là où elles passaient. Ouais, c'est ça, les réseaux Wi-Fi, avec l'adresse de la maison, mais rassurez-vous, parce que Google a dit qu'ils ont fait ça totalement par accident. Et que c'était du vieux code et qu'ils n'ont pas collecté beaucoup de données, qu'ils vont tout effacer et que de toute façon Microsoft faisait pareil. Sachant que ça a été découvert parce que c'était une demande d'audit de l'autorité de protection des données allemande. Heureusement qu'ils ont posé la question. Et il a fallu plusieurs procès, un énorme backlash à l'époque sur la vie privée. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous pouvez aussi détecter la présence d'une personne dans une pièce grâce à des scans de Wi-Fi. Ouais, là, c'est une étude du MIT. Bon, ils ont fait plein de mesures, tests et de calibration. Mais bon, je digresse. Google Maps est toujours là. D'ailleurs, ils vont faire une vision en 3D. Je vous mets un petit extrait de leur dernière démo. And it's an entirely new way to look at my journey. I can zoom in to get an incredible bird's eye view of the ride. Ils disent vouloir montrer le trafic en temps réel, des bouchons, vous allez penser que c'est pratique, et puis un jour peut-être qu'on rajoutera votre tête en temps réel en reconnaissance faciale, qui sait. Vous savez qui d'autre a eu cette idée de cartographier Internet ? La NSA, avec le projet Treasure Map. C'est un document PowerPoint qui était révélé par Snowden qui montrait qu'il voulait créer une carte en temps réel, interactive d'Internet. Basée sur les infos des routeurs, ça avait collecté les réseaux Wi-Fi, les données de géolocalisation, entre 30 et 50 millions d'adresses uniques, pour révéler le lieu et le propriétaire d'un ordinateur, un téléphone ou un routeur. Bon, à l'époque, c'était vieux, c'était des petits Nokia et des trucs comme ça qui se promenaient, mais... Vous voyez l'idée, et c'était déjà d'il y a quelques années, imaginez ce qu'on a maintenant comme outil. Ils sont mignons quand même, parce que les officiels de renseignement à l'époque disaient que non, mais c'était pas pour la surveillance, et de toute façon il y avait trop d'adresses IP à suivre, c'était juste pour comprendre les réseaux d'ordinateurs. Une fois que vous avez cartographié le monde, il faut passer une nouvelle frontière, et c'est l'intérieur des bâtiments. Et
Ils ont essayé avec Google Glass, vous vous souvenez, il y a quelques années? C'était ces lunettes qui avaient une mini caméra et qui vous mettaient des informations sur le verre un peu en mode réalité augmentée. C'était très avancé, trop avancé pour leur temps et ça a fait un méga flop à l'époque. Heureusement, parce que les gens ont senti cette intrusion et ils avaient un réflexe de défense quand ils voyaient des gens porter ces lunettes-là. Personne n'avait envie d'être filmé en permanence ou enregistré. Google a fini par retirer ces lunettes, mais maintenant vous avez Facebook qui tente un retour de ces lunettes en 2023. Ouais, ils collaborent avec Ray-Ban pour avoir l'air cool. Bref, on espère qu'ils feront un flop aussi. Donc comment passer la limite intérieure si Google Glass a échoué? Ils ont trouvé un autre moyen et ils ont réussi avec Pokémon Go. Si vous aviez vécu dans une grotte, Pokémon Go, c'était un jeu pour jouer dans le vrai monde. Vous deviez aller dehors pour trouver les 151 Pokémon. Le jeu utilisait votre GPS pour suivre vos mouvements. Et vous savez qui a fondé Pokémon Go? Par le plus grand des hasards, c'était un ancien de Google. Ouais, vice-président de Google Maps, John Hanke, qui était le fondateur de Niantic. Et puis la startup Niantic Labs était lancée dans Google, et puis ils sont devenus indépendants avec des millions de financements. Donc le jeu est sorti en 2016. Les créateurs étaient surpris de voir à quel point le comportement des joueurs changeait. Alors, c'est pas pour dire, mais il y a un paquet d'études sur l'ingénierie du comportement grâce au fait de rendre ludique quelque chose, la gamification, vous m'excuserez l'anglicisme. Quand vous transformez quelque chose en jeu, c'est hautement motivant parce que vous jouez sur des émotions de compétition, de frustration, la progression vers un but et des relations, créer des amis et des ennemis. Et ça a rendu le jeu extrêmement addictif et ça a rendu les gens accros. On a vu des histoires sur des accidents de voiture, de gens qui essaient d'attraper un Pokémon sur une autoroute ou qui traversaient n'importe comment. Les chercheurs estimaient un nombre de morts à 250 sur cette page. Bon, ils disent que c'est une extrapolation en se basant sur 134 histoires d'accidents justement corrélées au jeu. Mais je vous parle même pas des données que le jeu collectait, où vous alliez combien de temps vous restez, évidemment ça allait intéresser du monde. Vous me direz, il y avait plein d'applications qui collectent ce genre de choses sur vous, mais Pokémon Go était incroyablement détaillé, avec des informations bloc par bloc, sans même parler de votre salon quand vous jouiez à l'intérieur. Vous me direz, Momochi, pourquoi est-ce que tu nous parles d'un vieux jeu auquel plus personne ne joue ? Parce que il y avait un jeu dans le jeu. Dans Pokémon Go, ça fonctionnait à 2 niveaux. Il y avait un niveau pour les joueurs, où vous alliez chercher votre Pokémon, mais il y avait un niveau pour ceux qui avaient un intérêt dans les données de ces joueurs. Les entreprises payaient pour mettre un Pokémon dans leur commerce, ça en faisait un lieu à visiter pour attirer des clients qui prenaient un verre, et les entreprises payaient par visite au lieu de payer par clic comme sur une page web. Et ça a créé toute une nouvelle économie. Donc les joueurs pensaient être les joueurs, mais finalement ils étaient avec des objets. Pour les créateurs et les annonceurs, le vrai jeu, c'était la téléstimulation dont je vous parlais. Comment changer votre comportement pour vous guider et vous emmener dans un lieu où vous alliez dépenser votre argent. Donc Pokémon Go est passé de mode finalement, mais il a prouvé une chose, qu'on pouvait passer de la surveillance à la modification de votre comportement. Donc on peut prédire ce que vous allez faire en vous influençant justement dans vos actions dans le monde réel. Et ça, c'est le parfait exemple de comment un comportement humain peut être actionné à grande échelle. Je vous mets un extrait de Oliver Stone qui vous dit ce qu'il pense du jeu Pokémon Go. Et lui, il y va complètement. Lui, il parle de totalitarisme. On est parti. What's happening, I'm hearing about it too, is this a new level of invasion. Ce qui se passe, c'est un nouveau niveau d'invasion, que la recherche du profit est énorme et que jamais personne n'a vu un business aussi grand que Google, qu'ils ont investi massivement dans la surveillance, le data mining. And they have invested a huge amount of money into, as what surveillance is data mining. They're data mining every single person in this room. Qui font de la récolte d'informations de chaque personne sur ce que vous achetez, vous aimez, votre comportement, et Pokémon Go intervient là-dedans. It's everywhere. It's what they call, some people call surveillance capitalism. It's the newest stage. Certaines personnes appellent cela le capitalisme de surveillance. C'est une nouvelle étape et ça se diffuse partout dans le monde. And it gets into everywhere in the world until it manipulates our behavior and we start to act like that.
jusqu'à ce que ça puisse manipuler notre comportement et nous commençons à nous comporter franchement comme des robots, un nouveau type de société où ils pourront savoir comment vous allez vous comporter, vous diriger. C'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Form of behavior. It's what they call totalitarianism. Beaucoup de gens ont parlé du fait que le jeu c'est excellent pour l'apprentissage. Oui, Idriss Aberkan en a parlé et il a raison sur ça. Mais malheureusement, il commence à avoir une utilisation dark de la gamification pour établir justement un système de contrôle et d'influence de comportement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a vu en 2020 ? On a vu exactement la création d'un écosystème généralisé de nos déplacements. On avait eu le contact tracing et puis le QR code et les applis. Je me demande, est-ce que les gens n'ont pas accepté tout ça parce que ça avait un aspect de jeu ? Voilà, vous lancez l'application, vous faites scanner, il y avait un petit bruit et ting, comme si vous aviez gagné quelque chose. Ouais, je sais pas, c'est un petit peu inquiétant. D'ailleurs, quand on y pense, est-ce que Twitter, ce serait pas aussi une sorte de plateforme de gamifiée de réseau social ? Ouais, une sorte de jeu dans le jeu, pendant que vous pensez commenter, échanger avec les gens, avoir vos vraies impressions. On a des observateurs qui prennent le pouls des tendances, des tweets, les réactions sur les derniers événements, derniers attentats ou derniers 49.3. Peut-être que Twitter est un jeu aussi, avec ses badges bleus, ses récompenses sous forme de likes, des retweets, puis vous montez de niveau parce que vous avez 1000 followers, 10 000, 50 000, 500 000. Tout ça récompense votre comportement pour vous pousser à continuer à jouer. Ouais. Et puis vous persuader que des choses sont importantes, créer des tendances sur des événements qui n'ont aucun intérêt, mais qui vous détournent alors à chaque fois d'autres sujets. Ouais, peut-être qu'on est baladé comme les joueurs de Pokémon Go, notre téléphone à la main, pour nous envoyer précisément, politiquement, là où on veut nous emmener. Avec Internet of Things, donc c'est plus une question d'avoir des ordinateurs partout. Le vrai but, c'est l'intervention, l'action et le contrôle. L'idée, c'est que les censeurs de Internet of Things peuvent aussi être des actionneurs. Le vrai pouvoir est de modifier vos actions en temps réel, dans le monde réel, avec des senseurs connectés. Concrètement, comment ça se fait ? Parce que quand vous parlez de manipulation, modification de comportement, tout de suite ça fait complotiste et les gens vous écoutent plus. Donc, premièrement, vous avez le nudge. Comment on utilise des messages plus ou moins subliminaux pour former un comportement à un moment donné, cliquer sur ce bouton, visiter ce site. Il y a aussi des exemples de nudge négatifs, un site où il faut y cliquer 27 fois si vous voulez retirer les cookies par exemple. Ouais, c'est tellement utilisé partout que vous pensez que c'est normal maintenant. Il y a un deuxième, c'est le dressage ou le rassemblement. Là, c'est plutôt l'ingénierie de votre contexte autour d'un comportement particulier. C'est contrôler des éléments autour de vous. Par exemple, sur Twitter, vous allez peut-être envoyer trop de messages privés, mais vous n'êtes pas Twitter Blue, donc vous allez avoir un petit message de limitation. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le monde réel ? Par exemple, bloquer votre frigo parce que vous ne devriez pas manger après une certaine heure, ou couper votre télévision parce que vous devriez aller dormir. Peut-être couper le moteur de votre voiture si vous n'avez pas payé votre assurance. Vous me dites que c'est exagéré, dites-moi alors... Quand on est en train de bloquer les Linky en France, est-ce que c'est pas une sorte d'ingénierie du comportement, justement ? Et la troisième technique de modification de comportement, c'est le conditionnement. Ici, au lieu d'un stimulus-réponse, on va encourager le bon comportement, celui qu'on veut que vous ayez. Par exemple, amener un pigeon à pousser 2 fois sur un levier pour pouvoir avoir du grain. Et puis il va continuer à appuyer toujours 2 fois après. Vous voyez ça, appliquer ça sur nous les smartphones que vous scrollez à l'infini, par exemple. C'est pas un complot en soi, c'est pas un coup du World Economic Forum ou Schwab ou je ne sais qui d'autre, c'est juste la direction du marché, parce que si vous arrivez à influencer les gens à avoir un comportement, vous pouvez créer des revenus garantis. Si vous pouvez prédire ce qu'ils vont acheter, c'est le marché idéal. Ouais, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Cette phrase n'est même plus correcte. Vous n'êtes même pas le produit. Votre produit, c'est votre comportement. Vous êtes la petite carcasse qu'on a laissée au bord de la route, dont on a extrait les données. Vous vous rappelez, dans mon émission précédente, je vous demandais si on méritait encore notre libre arbitre. Ah ouais, à force d'être influencé par des fake news, des faux comptes, et de commencer à partager n'importe quoi juste parce qu'on est dans une chambre d'écho, et on ne réfléchit plus. Et il y a déjà eu des gens qui se sont posés cette question, et la réponse, selon eux, est non. En fait, vous n'avez pas vraiment de libre arbitre.
Pendant la guerre froide, il y avait pas mal d'inquiétudes sur les techniques de lavage de cerveau. Les ennemis des US, la Chine, pendant la guerre de Corée, disaient maîtriser des techniques de contrôle mental et qui pouvaient réduire des prisonniers de guerre à un état de robot passif. À l'époque, le directeur de la CIA a poussé alors l'agence à développer le plus vite possible des techniques de mind control pour rebrancher un individu. Et c'était le début du chapitre un peu bizarre de ce projet appelé MK Ultra dans l'histoire de l'espionnage américain. Vous connaissez probablement. Ouais, c'est ce projet un peu gênant qui s'intéressait à la modification de comportement et les techniques de lavage de cerveau. Même si cette recherche était considérée comme non éthique, voire illégale. Et c'est pas une théorie de conspiration, c'est un véritable projet comme on avait financé par le gouvernement américain. Ça a été révélé par plusieurs comités d'enquête, notamment au Sénat en 1975. Et à cette fin, la CIA a ordonné des recherches et des applications à des psychologues pour un peu démystifier ce lavage de cerveau chinois. Et la recherche a conclu que le mind control, c'était un système complexe de conditionnement basé sur des schémas de renforcement non prévisibles. Un de ces psychologues s'appelait Skinner. Skinner était devenu célèbre pour avoir fait des expériences de comportement sur des souris et des pigeons. Il avait appris à renforcer des actions spécifiques. Par exemple, quand je vous parlais du pigeon qui poussait 2 fois sur un levier pour avoir du grain, c'était de lui. D'autres avaient aussi fait des expériences d'entraînement des animaux. Mais lui, il avait poussé plus loin. Par exemple, il y avait cette expérience de renforcement négatif. Il envoyait un rat dans une boîte et puis il lui envoyait un choc électrique. Et le rat pouvait arrêter le choc électrique seulement s'il poussait un levier. Donc, selon lui, tout comportement animal et comportement humain aussi est toujours le résultat d'un stimulus. Et son livre, Au-delà de la liberté et de la dignité, oui, c'est un vrai titre, prescrivait un futur basé sur le contrôle du comportement. C'est ça, Skinner pensait que la liberté, c'était juste de l'ignorance en attendant d'être conquise par la connaissance et le contrôle. Ouais. Et que la dignité de l'humain est un accident narcissique. C'est ça. Donc Skinner imaginait une société qu'on devait construire, qui pourrait prédire et donner forme à un comportement humain souhaité. Il a même écrit un livre dessus, Walden 2, même si on l'a oublié, qu'on se souvient plutôt de 1984. Donc quand vous entendez Yuval Noah Harari dire que l'humain est un animal accable, ben ça vient de ces gens, un courant de pensée qui s'appelle le behaviorisme radical, ouais. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'à un moment, la recherche psychologique s'est dispersée et est passée du militaire au civil, de s'occuper de gens en hôpital psychiatrique ou en prison, faire une sorte de réingénierie et utiliser les techniques de persuasion ou de modification de comportement pour rendre les gens psychotiques normaux. C'est ça. Et bizarrement, quelqu'un s'est dit, je sais pas quand, que c'était une bonne idée peut-être d'appliquer ces techniques à des gens normaux comme vous et moi. Et actuellement, ce qu'on voit avec nos téléphones, nos réseaux sociaux, vous voyez qu'on a très clairement des expériences psychologiques. Il y a eu Pokémon Go tout à l'heure, ou même Facebook s'est amusé à faire des tests pour voir s'il pouvait pousser des gens à aller voter. Mais je vais pas détailler, parce que cette émission va faire 3 heures. Donc, aujourd'hui, la modification de comportement nous vise, nous, sous la forme d'un marché global. Pratiquement aucune régulation de tout ça. Ben ouais, pourquoi se priver de technologie, d'influence? Ça intéresse plein de monde, et votre gouvernement aussi, je suppose. Donc, nous voilà maintenant en 2023, bientôt 2024, et le rêve des behavioristes et Skinner est en train d'être réalisé. Les objets de surveillance connectés sont en train de s'insérer partout. Si on regarde dans le monde du travail, il y a une sorte de généralisation de senseurs et de caméras qui commence à arriver. Regardez ce concept de smart office. J'avais même travaillé dans un endroit comme ça à un moment. Un bureau qui avait l'air normal, mais ils avaient un plan du plateau sur un écran avec des salles de réunion qui étaient libres. Au début, vous me direz, c'est pratique. Ok. Mais il y avait aussi des trackers sur chaque bureau. Et ça indiquait si le bureau était libre ou pas. Ouais, c'est ça. Donc on pouvait suivre en temps réel quel siège était occupé. Les gens adoraient, ils avaient même téléchargé une appli qui indiquait leur localisation en temps réel et vous pouviez voir leur petite tête se promener sur le plan. C'est ça. Je me demandais si ça indiquait si vous alliez aux toilettes ou pas. Mais ça est en train de se généraliser. Je vous mets un exemple ici chez Cisco. What we have here is the great ability to show employees space availability. Red is obviously a space that is booked and being used right now, or amber is a space that's booked and not being used, and green is an available space. Let's find a space that we can go to. Yeah, so here's a space right here.
We'll go to this space. Okay. Let's hold that. And that's going to give us 4 minutes to get over. Leur salle de réunion détecte aussi combien il y a de gens dans la salle par reconnaissance faciale. C'est pas mignon tout ça? Est-ce que les gens se rendent compte de l'intrusion? Non. Vous avez ici un article du Washington Post qui expliquait que comment le Covid nous a envoyé travailler chez nous et a popularisé les logiciels de surveillance. Ou vous avez cette avocate ici qui avait reçu un PC à domicile pour travailler de chez elle, et les instructions c'était si elle voulait être payée, elle devait utiliser un système de reconnaissance faciale chaque minute de son contrat, et elle devait regarder la caméra, et si jamais elle bougeait de sa chaise, ou si elle regarde ailleurs, elle devait rescanner son visage à nouveau. Ouais, plusieurs fois par jour, et elle a fini par démissionner peu de temps après. J'avais un exemple de quelqu'un qui travaillait de chez lui, il cherchait un document particulier, et à un moment il entend une voix de son ordinateur, et c'était son boss qui lui disait « Tu peux trouver ce document à cet endroit-là ». Ouais, le gars a un petit peu flippé, il est allé monter à l'étage dire à sa femme de ne plus rien dire quand elle descendait dans son bureau. Donc, il y avait cet article futuriste ici qui disait que dans 20 ans, votre boss pourrait être juste une intelligence artificielle qui scrute chaque touche que vous tapez au clavier et votre rythme cardiaque. Je pense qu'on n'en est plus très loin. Est-ce que c'est ça qui va devenir votre futur ? Est-ce qu'on n'aura plus aucun recours, mis à part démissionner, si vous voulez pas être scanné constamment? Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter ça? Parce que c'est la technologie et le progrès? Je questionne le principe. Là, ici, vous avez l'idée aussi qu'un ordinateur est un employé, tout comme un humain, du digital worker. On est en train de mélanger la frontière entre machine et humain pour pouvoir imposer à l'humain les mêmes contraintes qu'une machine. D'ailleurs, si on parle de machine, il faut qu'on parle d'Amazon. Je vous montre un petit extrait qui montre comment leur salle de stockage, leurs warehouses fonctionnent avec des robots. Donc vous voyez, pour naviguer, les robots sont équipés de caméras qui suivent des QR codes qui sont marqués au sol. Ouais, des QR codes, ça vous rappelle quelque chose? Donc les robots étaient équipés de senseurs pour ralentir, éviter les obstacles sur la route. Et comment les robots faisaient pour pas se rentrer dedans? Il y avait un contrôle par intelligence artificielle qui traçait tous les mouvements dans l'usine et les destinations en temps réel. Est-ce que vous voyez où ça nous emmène? Évidemment, ça n'a pas duré longtemps avant que quelqu'un se dise qu'on devrait faire pareil avec les humains. Il reste encore des employés humains parce que les robots ne peuvent pas traiter toutes les boîtes, il y a toujours des formes inhabituelles, on a toujours besoin d'eux pour certaines tâches, et d'ailleurs ils se plaignent, les employés, pas mal du rythme qu'on leur impose, du fait qu'ils sont mesurés constamment avec un quota de nombre de paquets à traiter par jour et des horaires assez fous. Et ça me rappelle que pendant la 3e révolution industrielle, il a fallu une lutte des ouvriers pour réduire le temps de travail et pour avoir des droits, parce que à l'époque aussi, les machines étaient introduites et on voulait mettre les mêmes contraintes pour que les ouvriers soient aussi efficaces que les machines. Peut-être qu'on va devoir faire la même chose pour la 4e révolution industrielle, se battre à nouveau pour nos droits. C'est ce que je vous expliquais dans ma première vidéo, cette idée de créer un système ou une société entière comme une usine, totalement automatisée, où les humains seraient contrôlables presque comme des robots. Ouais, ça semble étrange, mais on n'est plus si éloigné que ça. Quand vous voyez le livre de la 4e révolution industrielle qui parle de transformation de notre société par intelligence artificielle, c'est exactement la direction dans laquelle on se dirige. Vous avez une usine automatisée avec des senseurs, des capteurs qui suivent chaque machine, chaque équipement. Vous pouvez faire ça avec des corps maintenant. Ouais, et vous avez ici des outils qui commencent à reconnaître des travailleurs, voir s'ils portent bien les lunettes, ou s'il va à l'endroit où il est censé aller. Il y a une alerte si jamais il se déplace dans une zone où il peut pas. Ouais, c'est un logiciel de surveillance qui se vend aux entreprises. Ça rejoint cette idée de système qui anticipe toute anomalie, ou peut-être qu'Internet a apporté ça au monde réel. Donc vous postez un commentaire qui va pas sur Internet, il saute, vous faites une transaction bancaire un petit peu inhabituelle, votre banque va la bloquer. La frontière suivante des informations extraites, c'est chez vous. À peu près tous nos produits peuvent être redéfinis pour récolter des nouvelles données, alors pourquoi se priver? Le premier produit qui faisait ça, c'est votre téléphone. Bon, j'en ai déjà pas mal parlé. Est-ce que vous avez une télévision connectée? Vous allez me dire, non, mais c'est complotiste, Momochi, personne ne va vous espionner par votre télévision. Eh bien, vous connaissez le programme Weeping Angel?
Ouais, c'est un programme de la CIA révélé par Wikileaks que les télévisions connectées servaient à espionner. Ouais, c'était sympa comme projet, développé en coopération avec le MI5 au Royaume-Uni. Le Weeping Angel, ce qui veut dire ange qui pleure, place la télévision de la cible en mode faux éteint pour que son propriétaire pense que la télé est éteinte pendant qu'elle enregistrait les conversations dans la pièce et les envoyait sur un serveur caché de la CIA. Si vous avez une Samsung TV, est-ce que vous savez qu'elle écoute aussi vos conversations privées? Is your TV watching and listening to you? New smart TVs with internet connections able to transmit your private conversations. The latest technology that turns your voice into a remote so that you can scan YouTube, choose a movie, or change channels just by speaking can also hear your private conversations. Once I press this button, everything I say into this device is getting recorded and could be shared with a third party. It's as cool as it is creepy. Ouais, vous voyez ça dans les conditions générales. Si vous parlez d'informations personnelles, les données seront capturées et transmises à une tierce partie. Ouais, il paraît que c'est pour améliorer la capacité de convertir la voix en texte. C'est pas tout. Vous avez par exemple la marque de télé Vizio avait payé 2,2 millions de dollars dans dommages parce que ils enregistraient les programmes que les gens regardaient, quelques pixels pour créer un profil de ce que vous regardiez. Et comme d'habitude, ils vendaient vos données aux annonceurs après. Vous avez ce site Consumer Reports qui analyse plusieurs marques de télévision et qui indique quelles données sont prises. Donc vous pouvez désactiver cette option. Le site montre comment faire pour plein de marques, Sony, LG, Android, etc. Il y a un autre exemple, vous avez ces poupées connectées, par exemple une poupée Barbie en 2015 qui était connectée au Wi-Fi, qui enregistrait les conversations de votre enfant. Ouais, c'était pour apprendre ce qu'elle aime pas, ses ambitions pour créer une relation avec lui. C'est ça. Ouais, les parents pouvaient écouter les conversations sur une appli parce que tout était stocké dans le cloud. Mais ça n'a pas plu du tout. Non, les associations de parents sont pleins parce que les conversations intimes étaient enregistrées et en plus elles étaient analysées derrière. Il y a aussi quelqu'un qui a eu cette grande idée de faire un assistant babysitter par IA. On laisse faire la technologie, l'éducation ou être l'ami de votre enfant, ce qui est une question un petit peu profondément éthique qu'on ignore comme d'habitude. Ouais, ça a vu pas plus non plus, l'assistant babysitter qui consolait votre bébé à votre place. Et c'est pas tout. Est-ce que vous avez vu les assistants personnels comme Siri ou Alexa, les gentils assistants vocaux? C'est tellement plus facile de leur parler plutôt que de devoir taper au clavier. Ouais, les gens ont moins d'inhibition. Il faut quand même accepter d'être écouté en permanence. Ben oui, parce que pour détecter le mot-clé, pour les réveiller, il faut que le micro soit constamment actif. Mais rassurez-vous, ils disent que ça n'enregistre pas tant que le mot-clé n'est pas arrivé. Mais c'est juste embêtant du coup parce que il y a des chercheurs qui ont trouvé plein d'autres mots-clés qui activaient par accident votre Amazon Alexa, votre Echo ou plusieurs autres appareils. Ouais, ça se mettait en marche sur le mauvais mot. Par exemple le mot élection. Et Siri, si vous disiez Hey Jerry, quand votre assistant personnel se réveille donc avec ces mauvais mots, il enregistre ce que vous dites et il envoie un morceau d'autre conversation à l'entreprise. Ben oui, parce que Alexa et tous ses assistants connectés ont des humains qui écoutent vos conversations pour améliorer le service. Évidemment, quand les gens ont appris, ils étaient furieux et donc Amazon a changé d'avis et permet de désactiver l'écoute par les humains, ils sont sympas. Il y avait même eu ce moment où quelqu'un disait que son Alexa avait envoyé toute une conversation privée qu'elle avait avec son mari à un inconnu par email. C'était en 2012. Amazon a publié dessus, disant que c'était une regrettable erreur. Si vous n'avez pas Alexa, vous avez peut-être une sonnette connectée. Ouais, par exemple Amazon Ring, qui enregistre toutes les fois où on sonne chez vous. Vous me direz, on s'en tape si les gens savent combien de fois on sonne chez moi, mais ça peut révéler des trucs sur vous. Par exemple, le nombre de fois où quelqu'un sonne ou la durée. Ça peut indiquer si vous êtes chez vous ou pas, ou si vous n'avez pas de vie sociale, si personne ne sonne jamais. Sans parler du fait que les caméras Ring utilisent la détection de corps et de visage. L'excuse, c'est pour que la détection de mouvement ne soit pas déclenchée par un animal. Ils enregistrent aussi la latitude, la longitude de la sonnette, donc ils savent où l'adresse est installée, à quel réseau Wi-Fi elle est connectée et quel téléphone est lié par application, donc tout va bien. Amazon vous promet que tout ça est anonyme. On peut aussi parler de votre voiture. Bon, vous connaissez Tesla où il y avait eu ce mini scandale de caméra de route et parfois ça filmait les gens quand la voiture était dans le garage, mais
Il y avait aussi, j'avais fait un post sur les fabricants de voitures qui disent qu'ils se réservent le droit de stocker des infos sur vous, votre conversation, ou même votre activité sexuelle dans leur voiture. Comment c'est possible? Ben oui, parce que si elle est installée avec des caméras et des micros à l'intérieur, c'est le même problème. Vous avez même des gens ici qui ont perdu leur procès aux US. Ils avaient attaqué les manufactures, 4 fabricants de voitures, parce qu'ils enregistraient les messages privés et les listes d'appels des téléphones quand vous branchez votre téléphone. Et ouais, ils ont fait un class action, et ben le juge a décidé de refuser le procès, parce que ils n'ont pas réussi à prouver que leur réputation a été attaquée. Donc le droit à la vie privée n'est plus une donnée intangible, et c'est en train de disparaître. Si vous n'avez pas de vie sexuelle dans votre voiture, je mentionne quand même ce projet de la CIA qui était d'infecter des systèmes de contrôle de voitures et de camions, même si sur le but de contrôle n'était pas spécifié, l'idée permettrait à la CIA de faire des assassinats pratiquement indétectables. Ouais, merci, ça vient de Wikileaks ce projet. On vous espionnera par votre lave-vaisselle. C'est pas n'importe qui dit ça, c'est le chef de la CIA en 2013, publié dans Wired. C'est David Petraeus qui parlait de Internet of Things dans un sommet pour In-Q-Tel, une firme venture capital de la CIA, disant que tous ces objets sont un trésor. Avant, il fallait cacher un micro dans votre chandelier. Maintenant, une maison connectée vous enverra des données géolocalisées qu'une agence peut intercepter en temps réel. Et que ces gens sont localisés, identifiés, surveillés, contrôlés à distance, et que ça change notre notion du secret. Pourtant, la CIA est censée avoir quand même des restrictions contre l'espionnage des citoyens américains, mais la collecte des données de géolocalisation, c'est un petit peu une zone grise, comme on a vu avec votre téléphone. On peut aussi parler des drones ou de l'aspect militaire de Internet of Things. Mais après tout, comme les militaires étaient à l'origine de développement et de financement sur l'intelligence artificielle et Internet, est-ce que c'est vraiment étonnant de voir qu'on vit dans une société de surveillance ? Et encore, si c'était que ça, mais vous avez aussi des drones, des objets connectés qui peuvent tuer. Ouais, regardez cet article. La NSA dit qu'ils tuent des gens sur leurs métadonnées. Ça veut dire que si vous passez des appels téléphoniques avec le mauvais téléphone, si vous vous promenez au mauvais endroit, la NSA peut vous tuer juste sur cette justification-là avec des drones. Et cet article ne vient pas de n'importe où, c'est un article de Intercept avec un ancien opérateur de drones et des documents de Snowden. Le rôle secret de la NSA dans un programme d'assassinat des US. Combien vous me direz de gens ont été tués de cette manière-là ? En 2014, une organisation de soutien juridique Reprieve a publié un rapport qui montrait des frappes de drones censées tuer 41 personnes avaient entraîné la mort de 1147 personnes. Mais on n'a jamais assez d'infos collectées sur quelqu'un une fois qu'on a conquis l'espace extérieur avec les cartes et la partie intérieure des bâtiments. La nouvelle frontière, c'est le corps. Appelez ça Internet of Bodies. On en reparlera, mais c'est le même esprit, un ensemble de senseurs connectés à Internet qui collectent des informations, mais cette fois-ci sur vous, sur votre corps. Et pour faire accepter le concept, on commence par l'angle de la santé, bien sûr. C'est toujours une bonne raison. Au fur et à mesure qu'on rend les objets connectés plus petits, plus fins, on se rapproche de cette idée de l'humain augmenté. Et c'est plus de la science-fiction. Donc bien sûr, on va commencer gentiment, on va vous parler de pacemaker, où là alors vous allez avoir la montre connectée, la petite application de jogging, votre Fitbit, pour suivre votre cycle de sommeil. Tout ça, c'est pour vous aider à être mieux, faire plus de sport, avoir une meilleure santé. Prenez l'Apple Watch par exemple. On vous vendait ça comme l'objet du futur, qui envoyait vos notifications, vous aviez une petite sensation sur le poignet, et qui pouvait aussi faire une capture des battements de votre cœur pour détecter des anomalies. C'est toujours une bonne raison. Ouais, et ils ont rajouté une fonctionnalité intéressante, détecter si vous touchez les doigts. Ouais, comme ça, je vous mets une petite vidéo. La détection, justement, de vos doigts, ça date déjà d'il y a quelques années, mais on a passé une barrière supplémentaire. Là où avant vous deviez toucher un clavier, une souris,
ou même un écran, maintenant le corps est utilisé comme l'outil pour activer l'ordinateur. Internet des objets est en train de flouter la barrière entre le corps et la machine. On nous vend ça comme le progrès. Vous donnez l'impression d'être un androïde avec des pouvoirs supérieurs, mais pendant ce temps, ça sera encore plus intrusif, plus vous saurez récolter. Vous connaissez les casques de réalité virtuelle, ça commence à dater, mais Apple a annoncé lancer son nouveau casque Vision Pro. On va vous dire que c'est le progrès, que c'est d'avant-garde, que c'est le futur. Je vous mets la vidéo. That augments reality by seamlessly blending the real world with the digital world. Vous voyez déjà dans la pub que l'intention c'est de le faire utiliser chez vous, bien sûr dans votre canapé, continuer à envahir la sphère intérieure. Mais quand je vois ça, je pense directement à comment est-ce qu'on va extraire vos données. Et cette fois-ci, ça va être de votre corps. Il y a toujours cette détection de gestes, du toucher avec vos doigts pour pouvoir commander ce que vous voyez, vous transformer en une extension de la machine. Ils vont faire le tracking du mouvement de vos yeux par 2 caméras infrarouges et un anneau de LED. Ouais, mais il y aura aussi le scan d'iris, et là, il y a des trucs à dire. Dans la détection d'émotions, par exemple, vous savez qu'on peut voir si vous avez des réactions, si vos iris changent. Donc, est-ce qu'ils vont vous tester quand vous regardez une page web ? Ou des photos un peu spéciales ? Dans ce cas, quelles infos seront-ils sur vous ? Donc, comme on nous a dépossédé quelque part de notre libre arbitre en faisant de l'influence de masse sur Internet, on est en train de nous déposséder des émotions qui sont lues par ce casque. Et l'utilisateur, est-ce qu'il va être au courant ? On ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est pas fini. Quand vous voyez que Apple a déposé 3 brevets pour lire sur vos lèvres, scanner vos yeux, iris et la région autour des yeux, pour identifier et authentifier une personne pour son casque Vision Pro. Et quand vous voyez qu'en mai 2023, Apple a mis un brevet pour lier un selfie biométrique à leur identité numérique, on voit que les sujets se rejoignent, comme en Internet of Things, rejoint l'identité numérique, rejoint la biométrie, données de votre visage, qui serviront à créer votre identifiant unique, qui pourra peut-être vous authentifier sur Internet, prouver que vous êtes un humain. Ouais, la convergence technocratique, vous voyez, pour créer un nouveau type de société, il faut que tout le monde soit embarqué dedans. Ce genre de société qu'on a vu pendant 2 ans, celle où il fallait un QR code pour pouvoir prendre un train, aller au restaurant ou rentrer dans un centre commercial ou en hôpital, vous l'avez vécu. C'est pas parce qu'on en est sorti maintenant que ça va disparaître pour toujours, non. L'urgence sanitaire a servi à faire accepter ces concepts-là. On n'a plus qu'à nous vendre ça comme si c'était quelque chose d'efficace, que c'est le futur, que c'est plus pratique, que vous aurez plus de sécurité avec ça. Appelez ça une société post-humaine, mais c'est exactement le genre de société décrite par, comme par hasard, le livre du Grand Reset de Klaus Schwab. Ouais. Il y a aussi un autre aspect avec ce casque Vision Pro de Apple. Vous connaissez la réalité virtuelle, là on passe au niveau supérieur, c'est la réalité augmentée. Donc on va rajouter des images superposées à ce que vous voyez chez vous. On mélange le monde réel avec un monde virtuel. Je vous en ai déjà un peu parlé, on le voyait avec les filtres TikTok qui rajoutaient une couche sur votre visage. Mais là, c'était juste pour vous amuser et vous habituer à l'idée. Le niveau d'après, c'est que en ajoutant des éléments dans votre vue, on est en train de redéfinir la réalité, la notion de l'espace. Alors vous trouvez ça peut-être cool, mais je vois directement où ça nous emmène. Je vous mets une petite vidéo d'un monsieur au World Economic Forum. There's going to be people of means who are going to travel, and then there's going to be people maybe of lesser means who might actually be able to use an Oculus or a Magic Leap or some other kind of device to travel to the same place, but from their own couch. Qui explique que certains partiront en vacances à la plage, mais que d'autres avec moins de moyens resteront chez eux pour prendre leurs vacances de manière virtuelle. Ouais, vous trouvez ça ridicule, mais je pense que c'est ce qui va venir. À terme, si on arrivait à créer un système style métaverse où on ajoute le son, le toucher, des odeurs à la réalité augmentée ou réalité virtuelle, est-ce que vous croyez que les gens vont la refuser ? Je pense pas. Et je pense que les gens préféreront peut-être même vivre dans une simulation que dans le monde réel. Ouais, voilà comment on va vous habituer à mélanger votre réalité avec un monde augmenté. Peut-être qu'à terme, c'est pour nous faire accepter de vivre dans une cave sans fenêtre pendant que votre casque vous donnera l'impression d'habiter à Tahiti. Ouais, Ready Player One, ça vous parle, le film ? Bah ouais, si vous ne possédez rien, faudra bien un moyen de vous rendre heureux. Donc j'espère que le casque Vision Pro sera un gros flop, comme les Google Glass il y a quelques années. Mais
Ils sont un peu plus malins cette fois-ci. Ils ont mis une stratégie sur le prix, il est très très cher. Je pense qu'ils vont essayer de le faire passer comme un objet d'avant-garde, de luxe, de désir uniquement accessible aux riches et aux entreprises pour que les masses suivent après. Regardez la tendance là, c'est l'enregistrement des signaux du cerveau. Ouais, vous pouvez contrôler une interface sur un bouton, jouer de la musique ou pousser sur le bouton pause, rien qu'en regardant le bouton en question. Ce n'est pas de la science-fiction. Alors comment ça fonctionne? D'abord on se calme, non, on n'en est pas encore à lire vos pensées, il y a plusieurs types, mais je vous explique un des principes de fonctionnement de ces interfaces cerveau-ordinateur. On va faire de la grosse simplification, il y a sûrement d'autres manières, ne tapez pas si vous êtes neuroscientifique. Le casque est constitué de senseurs qui sont placés à l'arrière de votre crâne, des capteurs EEG à électroencéphalographe. Donc quand vos yeux se focalisent sur un objet, votre cerveau traite l'information, entre autres, dans votre cortex visuel. Et comme le cortex visuel a des réactions identifiables à différents motifs, à différentes fréquences d'ondes, c'est ça qui permet de faire la détection de ce que vous regardez. Par exemple, si vous vous focalisez sur des formes qui clignotent à une fréquence, par exemple, de 30 Hz, le casque peut lire les ondes cérébrales à cette fréquence. Et si on vous envoie un motif à, par exemple, 15 Hz, vous détecterez les ondes à 15 Hz, etc. Donc si on vous montre des formes avec des fréquences différentes, c'est la mesure de ces ondes qui vous permet de sélectionner par la vue des options. Le senseur ne comprend pas ce que vous voyez. Et personne ne va mettre de puce dans votre cerveau pour faire ça. Même Mercedes va sortir son prototype avant-garde de voiture. Je vous mets la vidéo. Deep inside the vehicle system lies a technology called the brain-computer interface that actually works by identifying what you're thinking of at any given moment in the driver's seat. When you put the wearable electrode on the back of your head, the system can record and measure brain activity to determine car behavior. For example, how fast and what direction it should go, among other functions. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu flippant, non? La technologie va être emmenée comme quelque chose de fun et pas du tout comme une intrusion de votre pensée parce que ces techniques liées au corps vous embarquent dans cet idéal homme-machine, cette idée que vous ne seriez vraiment un humain idéal que si vous êtes augmenté. Je refuse en fait ce précepte-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va pas vous imposer le transhumanisme. Vous et vos proches voudront y aller parce que ce sont des interfaces qui nous fascinent et les gens voudront essayer ça. Mon problème, c'est cette idée de pourquoi est-ce qu'il faut absolument vous augmenter d'une machine? Pourquoi est-ce que vous seriez plus efficace ou plus performant? J'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. C'est ça, à force de dépendre d'un autre système pour votre mémoire, pour votre capacité de réflexion, je pense qu'on est en train de nous rendre collectivement plus idiots, exactement. Ici, vous avez un autre exemple de casque EEG, là on est en Chine. C'est le même principe, ça capte des ondes cérébrales, vous placez un casque sur votre tête et des senseurs captent les ondes. Donc tous les matins, les enfants mettent ce casque circulaire et leur prof mesure soi-disant leur capacité d'attention et ils sont même notés dessus. Sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer. Et dans ce cas-là, vous avez même des rapports qui mesurent un niveau de concentration de chaque élève et ils l'envoient aux parents. Mais est-ce que ça montre vraiment des données précises? Est-ce que c'est pertinent? Vous avez ce neuroscientifique de l'Université de Californie qui dit que les capteurs EEG sont très sensibles. Si vous avez un mauvais contact ou si vous êtes nerveux, si vous avez envie de vous gratter par exemple, ça affecte les signaux. Donc on ne sait pas si c'est pertinent, mais c'est déjà considéré par les profs comme une mesure de concentration et de discipline. Imaginez si un jour dans le monde du travail on veut nous imposer ça. Internet est progressivement transformé en un outil de contrôle de masse. On est en train de tomber dans une presque dystopie et personne s'en rend compte, j'ai l'impression. Donc pendant qu'on nous vend une illusion de progrès, de technologie du futur, on est en train de construire un écosystème d'objets de surveillance tout autour de nous. Nos gouvernements et nos médias mainstream nous gardent complètement dans l'ignorance. La technologie est en train d'être utilisée contre nous, contre notre libre arbitre, et on nous vend exactement le contraire. Donc on nous parle de l'IA, de Internet of Things, comme si c'était déconnecté de tout contexte. On fait comme si la technologie était neutre et objective et qu'elle était pour notre bien. Mais actuellement là, la technologie est principalement utilisée pour un marché, pour prédire ou diriger votre comportement et peut-être aussi par des gouvernements. Donc les enjeux, je pense, ça va être les jeux de pouvoir. Le jeu de pouvoir de ces systèmes mondiaux, des systèmes interconnectés. Donc c'est pas
une question de refuser la technologie ou de vous dire de vous déconnecter. C'est pas ça. On refuse spécifiquement les technologies qui servent à établir un système global de surveillance, de traçage, 24 heures sur 24, et d'influence de comportement. On vous vendra toujours la technologie comme un progrès, mais on est au milieu d'une architecture qui nous emprisonne. D'après vous, combien de temps il nous reste avant d'avoir oublié ce que nous étions, avant d'être complètement amorphes, mesurés, filmés, enregistrés partout en permanence, parce que peut-être que les objets connectés, ça va devenir nous. Peut-être que nous serons le Internet of Things. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et si vous aviez apprécié, mettez un petit commentaire, un pouce levé, partagez la vidéo à vos amis, comme ça me donnera une idée si ce genre de sujet ne m'intéresse que moi, ou si ça intéresse d'autres personnes, j'en ferai peut-être d'autres par la suite. À bientôt et merci.